Le 13 août 2016, une mystérieuse enchère fit son apparition sur Internet. Elle prétendait offrir à quiconque le souhaitait la possibilité d'acheter des armes de cyberdéfense de niveau national, développées par la NSA américaine, et plus précisément par une unité d'élite spécialisée dans le piratage, appelée Equation Group. Cependant, les règles de cette vente étaient si inhabituelles que personne ne souhaita y participer. Les organisateurs, qui se faisaient appeler The Shadow Brokers, avaient simplement joint une adresse de portefeuille Bitcoin, précisant que tous les perdants de l'enchère ne seraient pas remboursés. À cause de ces conditions étranges, et du fait que les fichiers mis en vente étaient protégés par mot de passe, la plus grosse offre atteignait à peine 9 000 $. L'enchère mystérieuse se solda donc par un échec total. Mais ces fichiers énigmatiques n'allaient pas pour autant disparaître du web. Ces Shadow Brokers suscitèrent la crainte d'un nouveau type d'attaque exploitant des failles inconnues, appelées Zero Day. Les experts se demandaient comment ce groupe pouvait proposer à la vente du code utilisé par la NSA pour infiltrer des systèmes informatiques étrangers. La NSA et le FBI prirent cette fuite très au sérieux, mais leur incapacité à en identifier la source exacte posa un grave problème. Et voici leur histoire. Au beau milieu de la nuit, un employé d'une société appelée Telika remarqua un comportement étrange sur son écran d'ordinateur. Affolé, il appela immédiatement son supérieur. Quelques minutes plus tard, une infirmière du Service national de santé britannique, NHS, signala que son ordinateur ne fonctionnait plus. Une attaque informatique majeure venait de forcer plusieurs hôpitaux britanniques à refuser des patients, à rediriger des ambulances et à annuler des opérations. Un patient cardiaque nommé Anthony Brett déclara qu'il était censé se faire poser un stent ce week-end, mais l'hôpital ne pouvait plus l'opérer à cause de tout ce bazar informatique. Mais ce n'était pourtant que le début. Une cyberattaque massive se propagea à travers le monde, paralysant des dizaines de milliers d'ordinateurs. Ce logiciel rançonneur, baptisé WannaCry, bloquait les ordinateurs et exigeait une rançon. Les experts affirmèrent qu'il s'agissait de la plus grande cyberattaque de l'histoire. L'Allemagne vit son réseau ferroviaire national perturbé, FedEx aux États-Unis fut touché et plusieurs entreprises australiennes furent infectées. Une chaîne de montage automobile dut s'arrêter et 150 pays furent affectés avec plus de 200 000 ordinateurs contaminés. L'attaque exploitait une faille révélée dans les documents volés à la NSA. Alors que le monde entier était frappé par le virus, un chercheur en cybersécurité nommé Marcus Hutchins décida d'examiner le code du rançongiciel. En l'analysant, il découvrit qu'avant de chiffrer un système, le programme tentait de se connecter à une adresse web étrange. Cette tentative échouait toujours, et chaque échec déclenchait le chiffrement des fichiers. Hutchins constata que ce domaine n'était pas enregistré. Par curiosité, il prit le risque de l'acheter et de l'enregistrer. À sa grande surprise, cette simple action stoppa la propagation du virus dans le monde entier. Il avait par accident sauvé des vies. WannaCry s'avéra être un ver informatique complexe, conçu pour exploiter une faille dans le protocole SMB de Windows, utilisé pour transférer des données entre ordinateurs, imprimantes et autres appareils d'un même réseau. Le ver se servait de ce canal de communication pour s'infiltrer, créer une porte dérobée et se répliquer sur les autres machines connectées. C'est ainsi qu'il put infecter rapidement des réseaux entiers d'entreprises. Les deux outils principaux utilisés par le ver étaient Eternal Blue et Double Pulsar, deux exploits créés par la NSA et divulgués quelques semaines plus tôt par les Shadow Brokers. Les chercheurs du FBI découvrirent dans le code plusieurs traces menant à un ordinateur configuré en coréen et à un fuseau horaire appartenant à la Corée. Les soupçons se tournèrent alors vers la Corée du Nord. L'enquête mena à un individu du nom de Kim Yok, dont les traces numériques pointaient vers la ville chinoise de Dalian. Les preuves accumulées montrèrent qu'il était impliqué non seulement dans WannaCry, mais aussi dans l'attaque contre Sony en 2014,
le braquage de la Banque du Bangladesh en 2016 et des attaques contre Lockheed Martin, un fabricant d'armes américain. Finalement, un email permit aux enquêteurs de relier Kim à un développeur de jeux vidéo nommé Park Jin-hyuk, travaillant pour une société appelée Chosun Expo. Cette entreprise servait de couverture à une cellule de cyberespionnage nord-coréenne. Le Bureau 121 est l'unité d'élite du régime nord-coréen chargée de ces opérations de piratage à l'étranger. Son existence n'a été confirmée que grâce aux témoignages de défecteurs. Le processus de recrutement est impitoyable. Dès l'enfance, les autorités repèrent les enfants doués en mathématiques. Ils sont envoyés à l'université de technologie Kim Il-sung, ou Kim Chaek, où ils apprennent les bases du piratage. Les 10 meilleurs étudiants sont ensuite envoyés dans une université secrète en Inde pour devenir des cybersoldats redoutables. Seule une poignée d'entre eux intègrent finalement le bureau 121, où ils reçoivent de nouvelles identités et sont affectés à des unités comme le laboratoire 110. Ces hackers travaillent depuis des sociétés écrans réparties en Chine, Biélorussie, Malaisie, Inde et Russie, afin de dissimuler leurs liens avec la Corée du Nord. En 2020, les États-Unis estimaient que le Bureau 121 comptait plus de 6000 membres répartis dans environ 1200 cellules à travers le monde. À ce jour, seules 6 de ces cellules ont été identifiées. Bien que la Corée du Nord soit souvent ridiculisée pour ses menaces absurdes, elle est désormais reconnue comme une puissance majeure du cyberespace.